Et puis maintenant, on va parler quand même, avec Francis Lalanne, on va parler du Sénat, et ça va pas être piqué des hannetons. Roxane. Et oui, un détail juridique enfoui depuis plus de 15 ans refait surface. S'il se confirmait, il remettrait en cause l'un des fondements même de notre cadre politique européen. Et oui, les fonds. Alors, Francis Lalanne, bonjour. Bonjour. Je rappelle, oui, je prends le mise en demeure. Vous avez sorti aux éditions Talma, mise en demeure. Alors, au début, je dis, Francis, on vous présente pas. Vous êtes poète, vous êtes chanteur, vous avez fait beaucoup de livres, vous avez fait beaucoup de choses. Et depuis quelques années, en tout cas, vous descendez dans l'arène, vous descendez sur le terrain et vous dites ce que vous avez à dire. Et moi, je trouve que c'est toujours intéressant quand quelqu'un quitte sa zone de confort pour aller voir ce qu'il allait avoir. Vous pouvez être contre, vous pouvez être contre, vous pouvez dire ce que vous voulez, traiter de tous les noms, mais en tout cas, des gens qui prennent sur eux d'aller dire ce qu'ils ont à dire, c'est une bonne chose. Et là, d'ailleurs, vous aviez écrit en vers, mise en demeure à Monsieur le Président, c'était au moment de Sarkozy, de Nicolas Sarkozy. Voilà. Et là, quand même, vous soulevez un lièvre, vous levez un lièvre, qui est assez étonnant, je voudrais que vous le racontiez, donc, et vous l'avez écrit en vers, je me rappelle, et j'ai lu, donc aux éditions Talma, mise en demeure. Alors, cette mise en demeure, Francis Lalanne, ça vient de quoi? Il s'agit je rappelle, du référendum de 2005 sur la Constitution européenne, du traité de Lisbonne de 2007-2008. Alors, racontez-nous. Non, en fait, il s'avère que lorsque Nicolas Sarkozy a voulu finalement que la France soit signataire d'un traité constitutionnel, il y a eu, après le refus du peuple français, une sorte de construction juridique qui a été mise en place par Nicolas Sarkozy. C'était d'ailleurs dans son programme électoral. Oui, parce que il faut donc, je rappelle simplement, Francis Lalanne, que les Français avaient rejeté. C'était le référendum, d'ailleurs le dernier référendum qu'on a eu en France, ça fait 20 ans, et par 55% de non et 45% de oui, ce traité. Or, pour que l'Union européenne puisse être dotée d'une constitution, c'est-à-dire d'un document juridique qui lui confère une autorité politique supranationale, il fallait que tous les pays membres de l'Union européenne signasse, pardon pour l'imparfait du subjonctif. Vive l'imparfait du subjonctif. Là, le miracle de la langue française. Signasse le dit traité. Or, ce traité, donc, avait été refusé par le peuple français. Et donc, il y a eu une espèce, comme ça, de construction juridique mise en place par Nicolas Sarkozy, organisant, donc, un vote du Congrès, permettant de faire de ce qu'on a appelé le traité de Lisbonne un avatar de ce traité refusé par les Français par voie de référendum. Le problème, c'est que, construction juridique, d'accord, sur le fond, cette démarche est intellectuellement antidémocratique, puisque on fait se substituer dans la volonté générale le représentant du peuple à son mandant qui est le peuple. Bon, ça déjà, intellectuellement, c'est pas très honnête, mais bon. C'est-à-dire qu'on n'a pas respecté la volonté du peuple en matière référendum. Non, mais ça, c'est sur le fond. C'est sur le fond. Alors, parlons du traité de Lisbonne. Voilà, parlons de la forme. De la forme, oui. C'est-à-dire que pour que cela puisse être possible, il fallait donc un vote du Congrès qui modifia la Constitution, qui le permit en tout cas en modifiant les textes de manière à ce que ça puisse passer. Voilà. Ouais. Or, ce vote, il a eu lieu le 4 février, il y a un premier vote. 4 février 2008. 2008, c'est ça. Et le 21 juillet... En congrès, donc réunion de l'Assemblée nationale et du Sénat. Tu viens parfaitement de définir ce qu'est le Congrès. D'accord. Et donc, le deuxième vote a eu lieu le 21 juillet 2008. Le problème, c'est que, à cette date, un tiers des sénateurs n'avaient plus de mandat. Ils n'avaient pas de mandat, car leur mandat s'arrêtait en 2007. Voilà. Et Comment ça Attendez, pourquoi le mandat s'arrêtait en 2007 ? Le mandat s'arrêtait en 2007 parce qu'ils avaient été élus donc en 1998, septembre 1998, et c'était 9 ans. 9 ans, c'est pas ça. 10 ans. Or, le vote a eu lieu dans la 10e année. Tout cela parce qu'il y avait eu donc un report
des sénatoriales qui était dû à un report des municipales, puisque d'ailleurs le Conseil constitutionnel explique très bien que le vote permettant l'élection des sénateurs ne pouvait être fait que par des personnes émanant des collectivités locales. Ce n'est pas un suffrage direct, voilà. C'est un suffrage indirect. Donc on dit, pour que le vote élisant les sénateurs soit correct, il faut que les maires et les conseillers qui vont voter soient dans l'exercice de leur mandat et pas au-delà de l'exercice de leur mandat. Tout à fait. Et donc, on a reporté les sénatoriales. Et donc, il y a eu ce report des sénatoriales, ce report du renouvellement des sénateurs. Mais le fait que ça soit reporté en 2008 a fait que pendant un an, supplémentaire. Il y a eu au Sénat... En fait, les sénateurs siégeaient, mais n'avaient plus de mandat. Ils n'avaient pas de mandat. C'est-à-dire, c'est ça, ils étaient dans leur 10e année. Oui, ils étaient dans leur 10e année. Et ça concerne, je crois, et corrigez-moi si je me trompe, Francis Lalanne, ça concerne à peu près un tiers peut-être des sénateurs. Non, pas à peu près, ça concerne un tiers, puisque à l'époque, le renouvellement de l'Assemblée sénatoriale se faisait par tiers. Il y avait donc le tiers B et le tiers C. Bon, pas toujours gagnant. Tu aurais pu la faire. Je vous permets ce calembour un peu douteux, mais c'est bien. Ce calembour, bon. Voilà. Alors donc, d'ailleurs, ensuite, par la suite, le législateur organique, qui en a parfaitement le droit, a modifié la durée du mandat de sénateur, qui est passé de 9 ans à 6 ans. C'est ça. Mais à l'époque, c'était 9 ans. Voilà. Donc, si je vous suis bien, ce traité de Lisbonne a été ratifié par le Congrès, donc en 2008, avec des gens qui n'étaient pas en mesure, mais juridiquement, c'est ça, parce qu'ils sont en mesure de voter. Oui, c'est un vice de procédure. C'est un vice de procédure. C'est-à-dire que le vice de procédure, dans toutes les juridictions françaises, donne raison à celui qui le fait valoir. C'est-à-dire que le vice de procédure rend le caduc. Rend le jugement caduc. Nul et non avenu. C'est-à-dire que à l'heure actuelle, la ratification du traité de Lisbonne n'ayant pas de fondement juridique, puisque c'est un faux. C'est un faux. Quand tu dis que ça a été voté par le Sénat, et donc tu sous-entends que ceux qui ont voté avaient le droit de voter. Or, ils n'avaient pas le droit de voter. Donc, ce document n'ayant pas de valeur juridique, il ne peut pas avoir de valeur politique. Alors, juste une chose, Francis Lalanne, est-ce qu'on ne peut pas vous répondre, là je parle toujours sur le plan juridique, est-ce qu'on peut pas vous répondre, oui, mais la majorité a voté pour, même s'il y avait un tiers qui n'était pas dans le truc, les 2 tiers ont voté pour, donc ça va. Ben voyons. Ou pas. Ben voyons, ça va pas du tout. Je veux dire que, vous savez, il y a plein de procès qui se gagnent alors que la personne qui est jugée est coupable. C'est vrai. Et la personne qui est coupable gagne parce qu'il y a un vice de procédure. Là, il y a un vice de procédure c'est une escroquerie. C'est la plus grande. Flagrant. Ah oui, flagrant. C'est la plus grande escroquerie de l'histoire de la Ve République. Et d'ailleurs, vous parliez de la propagande tout à l'heure. Et il y a cette phrase de Goebbels qui est terrible, mais qui dit que, en fait, plus la ficelle est grosse, moins on la voit. Ouais. Et c'est d'ailleurs pour ça que personne n'a vu ça. C'est-à-dire que la ficelle est très très grosse. Or, une ficelle, c'est réputé ne pas être gros. Mais comment ça se fait, quand même, il est intéressant que vous souleviez le lièvre, c'est très bien, mais enfin, après, on va enquêter là-dessus et on va voir ce que pensent certains constitutionnalistes, mais je crois que vous allez porter plainte, on va en parler. Mais comment ça se fait que pendant 20 ans, personne n'a essayé ou personne n'a pensé à ça? C'est la grande question qu'il faut poser à tous les représentants du peuple aujourd'hui. Je veux dire qu'ils sont payés très très cher pour empêcher justement ce genre de cas de figure. Mais c'est la question qu'on peut poser aujourd'hui. Y a-t-il un pilote dans l'avion, quoi? Comment se fait-il qu'aujourd'hui ce soit donc moi qui soulève le lièvre? Donc vous dites en fait, c'est que tout l'édifice sur lequel aujourd'hui repose la Constitution européenne est nul et non avenu. Oui, c'est-à-dire l'article 25 de la Constitution est très clair à ce sujet. Il dit que le législateur organique... De la Constitution française, vous parlez. Constitution française. Oui. La Constitution française, c'est l'article 25, Lisez-le. et qui dit, je ne vais pas le lire en entier, mais la partie qui nous intéresse. L'article 25 de la Constitution prévoit une loi organique fixe la durée des pouvoirs de chaque assemblée, le nombre de ses membres, leur identité, leur indemnité, les conditions d'éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités. Voilà, il le fixe. Alors, je suis peut-être pas docteur en droit, mais je suis docteur en lettres et je sais ce que veulent dire les mots en français. Quand tu fixes, tu fixes. Quand tu modifies librement,
C'est le contraire. C'est-à-dire, Oui, j'ai fixé la durée du mandat des sénateurs. Elle est fixée. Voilà. Si elle est fixée, on est dans une chose qui est déterminée. Après, si tu dis qu'on modifie librement, tu es dans quelque chose d'indéterminé. Or, l'article 25 ne dit pas que le législateur organique peut modifier librement la Constitution, ni la durée des mandats. En tout cas, pas en aval. Il peut le faire en amont. Et d'ailleurs, c'est comment dire, c'est grave parce que pardon, excuse-moi, c'est un principe général du droit français. C'est un principe général du droit français. Un contrat, il est soit à durée indéterminée, soit à durée déterminée. Il peut pas être à durée indéterminable ou ceci ou cela. Quand quelqu'un élit, quand un Français ou une Française élit un sénateur ou un député, il l'élit pour 9 ans. Pas pour 9 ans ou peut-être 10 ou peut-être 11, où on verra. Quand l'émanation d'une collectivité locale élit un sénateur, c'est pour aujourd'hui 6 ans, pas 6 ans ou peut-être 7 ou peut-être 8. Non. Et en fait, aujourd'hui, il y a eu comment dire, le Conseil constitutionnel s'est exprimé là-dessus. Il a dit, il a fait dire à la Constitution ce qu'elle ne dit pas. Il a fait donner au législateur organique des pouvoirs que la Constitution ne lui donne pas. Donc ça, c'est pas normal. Et c'est d'ailleurs pas possible et c'est pas applicable. Parce que la Constitution, elle a été signée et validée par le peuple français et c'est pas un membre du Conseil constitutionnel qui va rendre sa vision opposable à celle du peuple français. Alors Francis Lalanne, très bien. Alors là, vous avez exposé le cas. C'est en tout cas très intéressant parce que ça met en question un certain nombre de choses, et pas des moindres par rapport à ce qui se passe avec l'Union européenne depuis 20 ans, et on va pas inventorier, il nous faudrait 5 heures. Alors, quelle est la suite des opérations? Qu'est-ce que vous allez faire avec d'autres? Vous allez porter plainte? Vous allez faire quoi exactement? Alors, je pense que là, il y a quand même urgence pour la France à s'extraire de cette supranationalité que... Vous êtes Frexit, vous? Alors, je suis pas Frexit, moi. Je suis pour l'abolition de l'Union européenne. Parce que le rôle de la France, on n'est pas des fuyards comme les Anglais. Les Anglais, c'est des fuyards. Hein. Ils ont gagné à Waterloo en fuyant l'armée française. Hein. C'est pas. Mais nous, on n'est pas des fuyards. Nous, c'est la marche en avant. Donc, nous, non seulement on doit faire valoir que l'Union européenne est une imposture, mais en plus une imposture juridique aujourd'hui, puisque la Commission s'arroge des droits qu'aucun document juridique et politique ne lui donne. Ok. Mais en plus de ça, je pense qu'il faut que nous aidions tous les peuples de l'Union européenne à se libérer de l'Union européenne. D'accord. Mais qu'est-ce qu'on fait? Pratiquement, qu'est-ce que vous faites? On attaque la validité des documents qui permettent aujourd'hui à Madame von der Leyen de nous expliquer qu'on va faire utiliser la force nucléaire de la France par la Commission européenne. Donc il faut... Moi, je vais contacter tous les gens qui, dans l'Union européenne, pensent la même chose que moi. Il y en a en Allemagne, il y en a en Irlande. En ce moment, l'Irlande veut partir, il y en a partout. Et on va se rassembler pour faire valoir qu'il n'y a aucun document valable. Est-ce que vous portez plainte? Est-ce que vous portez plainte pour vice de procédure? On va engager une procédure visant à faire valoir que ce vice de procédure annule le traité constitutionnel. Et dans la mesure où il n'y a plus de traité constitutionnel qui réunit les peuples faisant partie et les pays faisant partie, les États-nations faisant partie de l'Union européenne, s'il n'y a plus de documents officiels qui donnent le droit à la Commission de faire valoir des pouvoirs supranationaux, à ce moment-là, le lien qui unit les peuples et les pays et les États-nations de l'Union européenne n'est plus un lien tutélaire, c'est un lien collaboratif. Et en aucun cas, Madame von der Leyen ne peut parler comme elle parle en ce moment. En aucun cas, elle peut rendre ses décisions opposables à la volonté des parlements nationaux. Ça, c'est quelque chose qui aujourd'hui pourrait exister s'ils avaient un document qui les autorisait à le faire. Or, ce document ne les autorise pas à le faire. Il n'existe pas, exactement. Il n'a pas de valeur juridique, donc c'est un faux. Ceux qui s'en prévalent font usage de faux. Eh bien, Francis Lalanne, on vous a écouté. Ça va être intéressant de voir comment les gens vont réagir, parce que beaucoup de gens nous écoutent, et puis vous nous tiendrez au courant de ce qui se passe. Est-ce que vraiment on pourra engager, parce que c'est là qui va être intéressant, par rapport aux avocats qui vont vous suivre, par rapport à d'autres, par rapport aux juristes, voir si cette action peut être engagée et menée, en tout cas peut-être pas jusqu'au bout, et pourquoi pas jusqu'au bout, en tout cas être menée à bien. Donc vous nous tenez au courant. Non, je vais vous tenir au courant, et j'ajouterai, si vous permettez, c'est qu'il y a une urgence quand même à déclencher, c'est l'annulation de l'Union européenne. Il y a une urgence à faire ça parce que il y a quand même des nouvelles très alarmantes, si vous permettez, qui nous parviennent
de Russie, c'est que aujourd'hui, manifestement, la volonté de l'actuel occupant de l'Élysée, c'est d'envoyer, non pas à Pokrovsk, mais à Slaviansk et à Kramatorsk, des soldats français pour empêcher la progression de l'armée russe. Vous parlez du bruit de bottes, mais je vais vous dire, enfin, je voudrais pas trop qu'on reste là-dessus, parce que vous avez raison de parler de ça, mais c'est pas ça. C'est que je crois que là, on est vraiment, enfin pour moi, je peux me tromper complètement, on est dans la guerre de la désinformation. Oui. C'est-à-dire, on agite les bruits de bottes, on agite ses muscles, mais alors effectivement, une bavure est possible. Et on peut pas, et je vais vous dire, et je vous arrête tout de suite, parce que je vous rejoins là-dessus, on ne va pas faire la guerre entre puissances nucléaires. Je veux dire, la Russie est une puissance, sans comparer la Russie et la France est une puissance nucléaire, la Russie est une puissance nucléaire. Jamais jusqu'à présent, on a même envisagé, depuis Hiroshima, et c'était pas la même chose du tout, le conflit entre deux puissances nucléaires. Ça veut dire quoi? C'est la disparition. On sait très bien. Alors, vous parlez, cher André, vous parlez comme une personne sensée. Vous parlez comme une personne douée de raison et de rationalité. J'ai le regret quand même, et c'est pas vous qui me direz le contraire, de signaler que la personne qui à l'heure actuelle occupe le siège de président de la République se comporte comme une personne qui n'a pas toute sa raison. Écoutez, il se comporte comme il se comporte, mais je veux dire, c'est très bien d'avoir dit ça, et c'est pas du tout pour inquiéter le sujet. Effectivement, il y a une urgence. Il y a une urgence, en tout cas, à poser le problème. Mais je vais vous dire, vous le poserez d'autant plus fondamentalement que vous arriverez, et que vous arriverez assez rapidement à mettre le sujet sur le tapis. Voilà. Vous l'avez fait avec nous, et on est content de l'avoir fait avec vous. Mais maintenant, il faut avancer. Mais écoutez, moi, je vais avancer et je vous remercie d'ailleurs de me proposer de m'ouvrir votre antenne pour vous tenir informé de la progression de ce dossier. Absolument. Elle est ouverte. Merci, cher André. Merci, Francis Lalanne.